Alors, dernière rencontre, on arrive donc au bout de nos peines. On va parler de Alex Colville, qui est toujours vivant, enfin, à ma connaissance. En tout cas, il est né en 1920. Ça lui fait un âge un peu vénérable maintenant, mais en tout cas, de toute façon, je pense qu'il est toujours actif. Et pour introduire ce dernier propos, je voudrais commencer par vous proposer quelques réflexions sur la notion de double. Vous allez voir pourquoi. Je pense que ça éclaire d'une certaine façon, enfin, l'œuvre de Colville. Et c'est aussi, en fait, toujours en pensant à ce thème de réalisme que j'ai réfléchi un petit peu là-dessus. En tout cas, je voudrais commencer par ça. Et pour fixer tout de suite les idées sur ce que j'entends par double, je vais vous présenter une œuvre, en fait, ça n'a pas l'air de ça, mais c'est vraiment une sculpture, d'un artiste américain qui s'appelle Duane Hansen. Vous avez dû peut-être même vu ses œuvres récemment ici au musée. Je pense que c'est en 1994 qu'on faisait une exposition assez importante en fait, de ses travaux. Et ils ont quelque chose, évidemment, quand on parle du double, je pense que c'est un excellent exemple de ce que je veux dire, c'est que c'est fait avec des matières plastiques, là, des espèces de polyester, les personnages eux-mêmes, mais ils sont habillés avec des vrais vêtements, la table est telle qu'elle, en fait, les paquets de cartes, etc. Ça s'appelle tout simplement Vieil homme jouant au solitaire, en fait, tu sais, ce jeu de cartes que vous jouez tout seul. Et donc, ce n'est pas une photo de quelqu'un, c'est vraiment la photo d'une sculpture faite par ce Duane Hansen. Ça date de 1973. Et je dirais que les deux attitudes qu'on a devant ce genre d'œuvre, c'est tout d'abord, dans une fraction de seconde, peut-être, on se demande si on a affaire à quelqu'un pour vrai ou c'est... des fois même, il a fait des gardiens de musée comme ça qui sont tellement réalistes qu'on ne sait pas si c'est le vrai gardien ou c'est un qui est fait comme ça avec polyester, résine et tout ce qu'on voudra. Et puis rehaussé à l'huile. Enfin, donc, c'est fait de façon très, très attentive, etc. Alors, donc, on a une espèce de moment de surprise, d'hésitation entre ce qui est réel et ce qui serait simplement fictif ou artificiel. Puis ensuite, on développe une espèce de malaise. En tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je perçois ça, parce qu'on a l'impression de regarder trop longtemps un personnage qui, normalement, s'il était réel, serait embarrassé enfin, par nos regards, hein, parce qu'on voit tout. Là. On voit, par exemple, ici que dans la petite assiette, là, il y a une vieille pipe qui est là, puis l'assiette est sale. La table aussi, il y a l'espèce de tache sur sa chemise. On entre comme ça peu à peu dans son univers. Et surtout, en général, les sujets sont tellement familiers, ça pourrait être quelqu'un qu'on connaît, un vieil oncle comme ça, qui s'ennuie, qu'on devient assez vite embarrassé, en fait, par la situation. Ça crée une espèce de malaise. Hein. Le double, entendu dans ce sens-là, c'est ça quelque chose aussi qui nous rend un petit peu mal à l'aise devant une scène, comme si on regardait quelque chose qui ne nous regarde pas, d'une certaine façon, qui serait... on entrerait dans un monde trop familièrement. En fait, on devrait garder cette espèce de distance-là. Et ensuite, alors j'essaie de penser qui, dans l'art actuel, en fait, dans l'art du début du siècle jusqu'à présent, disons, s'est intéressé à ce phénomène-là du double. Et tout de suite, on pense aux surréalistes, évidemment. Les surréalistes ont été fascinés par les mannequins, par les poupées, par les automates, etc. Ils en ont parlé beaucoup, ils en ont fait. Et des fois, d'ailleurs, de façon assez troublante, en fait, comme ce personnage qui s'appelle Hans Bellmer, hein, qui est d'origine allemande, mais qui a beaucoup travaillé dans l'orbite des surréalistes et qui a fait des espèces de poupées comme ça, un peu monstrueuses, fait vraiment de mannequins, si vous voulez, articulés, de parties de mannequins qui sont fixés les uns à côté des autres. Et comme ça, il crée cette espèce de personnage vraiment un peu sadomasochiste. Enfin, vraiment, si on pense que Bellmer a des espèces d'obsessions, je pense que c'est vraiment le cas. En fait, il est comme obsédé par ces visions-là. Des fois, ça touche même un peu presque le comique. Comme ici, puisque à gauche, il appelle ça la poupée centrale, le centre de la poupée, et à droite, la toupie, enfin. Donc, c'est vraiment fait comme à partir
de bouts de mannequin, comme ça, articulés les uns avec les autres, et pour obtenir cette espèce de vision un peu de cauchemar de Hans Bellmer. Juste pour illustrer toujours cette fascination des surréalistes avec les mannequins, je vous donne d'autres exemples. Enfin, disons, par exemple, ici, ça, c'est un fameux taxi que Salvador Dali avait créé pour l'exposition internationale de 1938, cette exposition des surréalistes qui précède, enfin, la guerre, juste avant la guerre, et qui avait eu lieu à Paris. Et donc, il avait pris un vieux taxi, enfin, comme tel, et il avait laissé libre là-dedans des espèces de colimaçons, des limaces vivantes qui se promenaient là-dedans. Et il y avait en plus, évidemment, un mannequin ici qui était installé là-dedans, tout habillé, avec éventuellement, donc ces limaces-là pouvaient lui courir sur le nez. Enfin, c'est un peu ce qu'on voit ici. Là, il y en a une ici, il y en a quelques autres. Et sur les vitres du taxi, évidemment, devant, il y avait un personnage encore plus mystérieux. Alors ça, c'était la contribution, disons, de Dali à cette exposition-là. Et vous aviez aussi éventuellement une espèce de rue dans laquelle chacun des surréalistes avait habillé des mannequins. Hein. Alors, il y avait celui de Max Ernst au premier plan, puis celui avec la cage qu'on voit en arrière ici, ça avait été fait par André Masson. Hein. Alors, donc, ils appelaient ça rue surréaliste, et c'était tous des mannequins comme ça, disons, habillés de différentes façons. Non, ça, c'est pas un mannequin. Oui, ça, je vais passer ça, c'était... Il me semble que j'avais autre chose. Oui, regardez, on le voit ici, de plus près, et on a cette espèce donc de personnage fait avec un mannequin de mode, si on veut, avec une cage, puis là, qui a l'air de nous regarder, en fait, de cette façon-là. Je ne sais pas si j'avais ici aussi une autre. Non, c'est toujours on va réserver ça pour tout à l'heure. Donc, c'est chez les surréalistes, fascination aussi pour ce genre de problème, enfin du double, si on veut. Évidemment, aucun contact évident avec Colville, parce que Colville, qui se vante toujours de ses valeurs très traditionnelles, enfin, c'est un bonhomme très correct, etc., toujours très bien mis, en fait, puis qui a un univers tout à fait conformiste, si on veut, d'une certaine façon. On ne voit pas à première vue quelle est la relation avec les surréalistes. Pourtant, il y en a une, parce que vous allez voir, dans les tableaux de Colville, on retrouve des mannequins, on retrouve des masques, on retrouve des miroirs, on retrouve donc un peu cet univers un peu troublant qu'on a chez les surréalistes. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a parlé à propos de Colville d'un réalisme magique. Hein? On a essayé de qualifier un peu son type de réalisme en disant qu'il n'était pas, au fond, simplement un intérêt pour les choses telles qu'on les voit, mais aussi éventuellement pour suggérer quelque chose d'autre. On s'est interrogé, évidemment, surtout les surréalistes, puis aussi, d'une certaine façon, plus largement, d'où vient cette fascination pour le double. Et vous n'avez qu'à penser, enfin, on n'a pas besoin d'aller si loin, même dans nos propres intérêts littéraires. Par exemple, tu sais, le personnage de Frankenstein, par exemple, qui a fait d'abord un roman. D'ailleurs, Frankenstein, dans le roman, c'est le nom du savant qui crée ce robot à partir des morceaux de cadavres comme ça, et robot malheureux, évidemment, qui n'arrive pas à aimer personne et qui finit par tuer son propre créateur. Aussi, penser à la science-fiction, tu sais, tous les robots, là, comme Data, par exemple, dans Star Trek, qui est à la fois intéressé par l'humanité, mais en même temps très détaché. Enfin, donc, on pourrait trouver autant d'exemples qu'on veut dans l'époque actuelle, à la fois dans la littérature, d'autres, de cette fascination. Et donc, on s'est posé la question, d'où ça vient? D'où cette fascination peut venir, disons, d'un point de vue psychologique. Et il y a un texte de Freud qui aborde la question d'une façon intéressante, qui s'appelle l'inquiétante étrangeté, die Unheimlichkeit. Heimlich, ça veut dire familier. Hein? Dans Heimlich, vous avez Heim, c'est presque le mot home en anglais, hein? Donc quelque chose qui a rapport à la maison, mais unheimlich, c'est la négation, évidemment, alors c'est le non familier, et on a traduit ça par l'inquiétante étrangeté. Et Freud, dans ce texte-là, pour expliquer un peu ce sentiment-là, fait allusion à une nouvelle, enfin, donc à une espèce d'histoire courte, si on veut, écrite par Hoffmann,
les fameux contes d'Hoffmann, enfin c'est d'un de ces contes, et qui s'appelle L'homme de sable. Hein, l'homme de sable. L'homme de sable, c'est un peu la légende, vous savez, de ce personnage qui vient jeter du sable aux yeux des enfants qui ne veulent pas se coucher le soir. On a vu des légendes comme ça dans nos leçons, par exemple, que j'avais parlé de la Tsonokua aussi, vous vous souvenez, c'est l'espèce de monstre que les Indiens imaginent qui ramasse les enfants le soir. Alors donc, c'est un peu ça. Mais plus spécifiquement, c'est l'histoire d'un étudiant qui s'appelle Nathanaël, dans le roman de Hoffmann, et qui achète une petite longue vue d'un opticien qui s'appelle Coppola. Et donc, un opticien italien, j'imagine, enfin, qui lui vend cette longue vue. Et grâce à cette longue vue, cet étudiant se met à observer chez son voisin, le professeur Spallanzani, une merveilleuse créature, en fait, qui lui paraît être la plus belle femme qu'il a jamais vue de sa vie. Lui, qui est fiancé déjà à une Clara, finit par la négliger et est fasciné par cette femme qui voit à travers, comme ça, la fenêtre de son voisin. Et n'en pouvant plus de désir à un moment donné, donc il se rend là et veut la demander en mariage. Et pendant toute la scène, disons au début, tout ce qu'il entend de cette Olympia, parce qu'on apprend que c'est son nom, c'est quelques mots comme « bonsoir mon cher, bonsoir mon cher ». Alors, mais lui est tellement amoureux, il voit rien dans ça. Et à un moment donné, donc, il vient finalement pour faire sa demande en mariage. Et là, il assiste à une scène absolument horrible. Coppola et Spallanzani s'arrachent ce qui est en fait un mannequin d'Olympia, parce que ce sont les deux créateurs de cette créature bizarre, et au milieu donc de cette bataille, les yeux d'Olympia se détachent et tombent par terre et roulent comme ça. Enfin, ils sont des yeux artificiels, évidemment. Et là, le pauvre Nathanaël fait une crise de démence épouvantable. Enfin, il devient fou, et ça va finir très mal. Évidemment, il va finir par se jeter au bas d'une tour, n'ayant pas pu réaliser son rêve d'amour avec cette Olympia. Alors là, donc, Freud nous raconte cette histoire-là, nous résume au fond l'histoire de Hoffmann, et là, arrive avec son petit commentaire. Alors évidemment, les yeux qui s'arrachent, tout ça, ça pour Freud, c'est de la petite bière, d'une certaine façon. C'est une expression du complexe de castration, etc. Bon, il nous dit, je vous le cite, « L'expérience psychanalytique nous met en mémoire que c'est une angoisse infantile effroyable que celle d'endommager ou de perdre ses yeux. Hein? Beaucoup d'adultes sont restés sujets à cette angoisse. Je pense bien tous les adultes, on est tous sujets à cette angoisse, et ils ne redoutent aucune lésion organique autant que celle de l'œil. N'a-t-on pas d'ailleurs l'habitude de dire qu'on tient à quelque chose comme la prunelle de ses yeux? Hein, c'est vrai, c'est un proverbe en allemand, mais c'est un proverbe aussi en français, on le retrouve. L'étude des rêves, des fantasmes, des mythes nous a ensuite appris que l'angoisse de perdre ses yeux, l'angoisse de devenir aveugle est bien souvent un substitut de l'angoisse de castration. Même l'auto-aveuglement du criminel mythique Oedipe. Vous vous souvenez, dans l'histoire d'Oedipe, quand il découvre qu'il a fait l'amour avec sa mère et tué son père, il se crève les yeux. Alors, Freud conclut en disant « ce n'est qu'une façon atténuée du vrai châtiment d'Oedipe, ça aurait été la castration. » Et alors, au lieu de ça, Sophocle transpose ça, en fait, comme quelqu'un qui se crève les yeux. En fait, on pourrait reprocher à Freud d'avoir une interprétation trop physique de cette castration. On peut imaginer une castration plus, plus intellectualisée que ça, surtout dans le cas de l'histoire que je vous racontais, c'est-à-dire que les yeux qui paraissaient vivants à Nathanaël, à l'étudiant en question, paraissent maintenant morts. Hein, vide, fixe, etc. Et donc, c'est cette limite entre la vie et la mort qu'on vit dans le double, dans l'histoire du double, qui est essentielle ici, plus que cette histoire de castration dont parle Freud. Hein. C'est cette hésitation entre ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas, dans le parfait automate qui était Olympia, et surtout pour les yeux amoureux de Nathanaël, c'est ça qui est en question ici, et peut-être ça qui crée sa folie, enfin, d'une certaine manière. Hein. Et là, d'ailleurs, Freud aborde ce problème-là du double plus directement, afin de qu'est-ce qui fait cette fascination entre la vie et la mort, etc., de ce personnage, et il se réfère à des croyances, c'est pour ça que j'avais mon fameux... Toutankhamon dans sa tombe ici. Ah oui, ça c'est une autre image de la même, du mannequin de Masson, hein, où on la voit là, de façon beaucoup plus près de nous,
avec ses yeux comme ça. Enfin, c'est plus... Mais disons, même si on regarde les deux images ensemble pour faire le lien, alors donc, cette idée du double, Freud explique, il dit au début, ça a été une espèce d'assurance contre la disparition du moi, hein? Une espèce de démenti énergique de la mort. Et alors ça, on comprend évidemment que une des expressions du double, c'est celui des momies, par exemple, qui sont des répliques exactes de la vie, par exemple, du jeune Toutankhamon ici, et qui vont assurer sa survie. Hein? Donc, les anciens prêtres égyptiens qui faisaient les momies, etc., voyaient à ce que justement la figure du prince soit conservée de façon la plus réaliste possible, de manière à assurer son immortalité. Hein? Ça a été le premier sens du double. Et Freud continue, il dit, il est probable que l'âme immortelle a été le premier double du corps. C'est-à-dire que la croyance dans l'âme est une espèce de croyance, au fond, dans un double possible de soi qui va nous survivre et qui va être, au fond, immortel. Comme si on avait de la difficulté à accepter le fait de la mort. La création d'un tel dédoublement pour se garder de l'anéantissement a son pendant dans une mise en scène de la langue du rêve qui aime exprimer la castration par redoublement ou multiplication du symbole génital. Dans la culture des anciens Égyptiens, elle motive l'art de modeler l'image du défunt dans une matière durable, enfin, comme on voit ici, mais ces représentations ont poussé, ont poussé sur le terrain de l'amour illimité de soi, et donc du narcissisme. Il dit, au fond, la source profonde de ces images du double, c'est l'attitude narcissique, qui consiste donc à s'aimer soi et avoir difficulté à avoir des relations avec des objets extérieurs à soi. Ce qui libère du narcissisme primaire, dit Freud, c'est tout d'un coup d'avoir des relations avec l'extérieur, des relations avec un autre objet d'amour, enfin avec d'abord les parents, si on veut, la découverte de l'interdit, et finalement avec une autre personne, enfin avec quelqu'un d'autre. Hein? C'est ça qui peu à peu. Et dans les représentations anciennes, comme dans le livre des morts, on voit ici exactement cette fascination avec le double qui va continuer au-delà de la vie. Ici, on a un personnage qui est amené par Horus, enfin, devant Osiris, et là, on va peser son âme pour voir comment il a vécu. S'il a bien vécu, il est assuré donc aussi d'une survie. Enfin, vous avez toutes ces idées-là. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est passé d'une première idée où le double était comme une garantie contre la mort, et donc, disons, le double est positif, à tout d'un coup un endroit, quand on a dépassé ce stage narcissique, si on veut, où au contraire, le double devient comme un fantôme, et devient un présage de la mort. Hein? Au lieu d'être rassurant sur notre immortalité, il est au contraire une annonce de la mortalité. Et là, vous le voyez, par exemple, dans la peur des spectres, des fantômes, la peur des cimetières, en fait, tout ça. Toutes ces... Et d'ailleurs, on parle même du nombre. Hein? On dit le pays des ombres, hein? C'est le pays de la mort, etc. Alors, vous voyez, donc, le double a eu cette espèce d'ambivalence. Au début, il est comme une garantie contre la mort. Puis ensuite, on pourrait dire, dans les représentations des surréalistes, c'est souvent au contraire, là, ça suggère l'épouvante, ça suggère l'inverse. Alors donc, on a un thème qu'on pourrait qualifier d'un peu troublant et qu'on va retrouver d'une certaine façon chez Colville, mais très sublimé, enfin, à travers toute son expérience à la fois de la guerre et aussi, en fait, de l'espèce d'imaginaire qu'il a développé. Donc, je vais essayer de rendre ça clair. Colville est né à Toronto en 1920, mais sa famille s'est déplacée assez vite, enfin, quand il était tout jeune, là, vers 7-8 ans, à Amherst, en Nouvelle-Écosse. Et en fait, il a fait ses études au Mount Allison, la University, en Nouvelle-Écosse. Et il a fait ses études d'art et s'est marié en 1942, je crois. Et là, très vite, il a été appelé au front. Enfin, c'est la guerre. Il a donc laissé sa jeune femme enceinte. Il ne connaîtra pas, donc, avant son retour de la guerre, son fils, Graham. Et là, il part au front à titre d'artiste de guerre, si bien que vous avez toute une partie de la production de Colville qui se trouve non pas à la Galerie nationale ou, disons, au Musée des beaux-arts du Canada, mais au Musée de la guerre à Ottawa, qui est juste à côté de la Galerie nationale. Je ne sais pas si vous l'avez jamais visité, le Musée de la guerre, mais ils ont beaucoup de tableaux faits par des artistes qui, certains sont restés obscurs, puis d'autres, au contraire, sont devenus très célèbres, comme Colville.
toute une partie de sa production est donc conservée à cet endroit-là parce que c'est ce qu'il a fait pendant la guerre. Il a suivi les armées et au lieu de prendre simplement des photos, il a fait des tableaux comme on voulait que ces artistes fassent. D'ailleurs, on pensait que la photographie ne pouvait pas synthétiser assez d'aspects et donc donner une image concrète des activités. Alors, je vous montre un seul exemple de ces tableaux de Colville qui sont consacrés à la guerre, qui s'appelle Infanterie, un tableau dont j'imagine qu'il a fait des notes sur place, mais qui a été en fait exécuté à Ottawa en 1946 lors de sa démobilisation. On a d'ailleurs réuni tous ces artistes-là dans des locaux pour les faire travailler à partir de leurs croquis puis faire des tableaux qui pourraient rester. Évidemment, Colville n'est pas le genre de personnage qui va vous donner beaucoup de clés sur ses propres tableaux. Et à propos de celui-là, tout ce qu'il a écrit dans son journal de guerre, On February 1st, I envisaged my first big canvas, the subject being infantry marching in single file along a road. Hein? Le 1er février, j'ai trouvé l'idée de mon premier important tableau, une file de soldats marchant le long d'une route. Hein? OK, that's what you see, it's what you get. Hein? Alors, on n'a pas beaucoup de clés. Mais en réalité, si vous regardez un peu plus attentivement le tableau, vous allez voir les visages de ceux qu'on voit, enfin ceux qui sont plus près de nous, ont l'air tout à fait absorbés dans leurs pensées. Et au fond, où a-t-on vu, depuis le début de ma conférence, ce genre de regard-là? C'est dans les sculptures de Hansen. Hein? C'est exactement le même genre de regard introverti, quelqu'un qui est pris par des idées, il vient de voir quelque chose d'horrible, enfin il quitte, voyez-vous, la ligne de feu là-bas, puis ils s'en vont vers on ne sait pas quel destin, alors donc ils sont préoccupés, ils pensent à ce qu'ils ont quitté, etc. Et on voit, ils sont à l'intérieur de leur monde. Il y a un critique, Mark Chatham, qui a écrit sur Colville, et il dit ils sont en automatic pilot. Ils marchent un peu comme des automates, et j'ai trouvé le mot, je ne sais pas si ça lui a échappé, je ne sais pas s'il y a pensé, mais il est intéressant dans le contexte que je veux évoquer. Hein. Et là, donc, des tableaux de ce type-là, vous en avez quelques-uns. En général, aussi, Colville est fasciné par les machines aussi à la guerre. Hein. Il a fait beaucoup de représentations de camions, de tous ces aspects mécaniques, si on veut, de la guerre. Mais je dirais surtout, au lieu de nous représenter les horreurs de la guerre, ou encore des scènes héroïques, disons, c'est toujours la vie un peu au jour le jour du soldat. Et comme vous savez, en fait, cette vie est essentiellement très ennuyeuse. En fait, il y a beaucoup de périodes où on fait strictement rien, où on attend, et tout d'un coup, il y a des explosions d'action. Puis ensuite, on tombe dans l'ennui. Alors, c'est plutôt ça qui l'a fasciné. Et il cherche d'ailleurs à refléter cette expérience commune du soldat, hein, plutôt que des actions héroïques ou extraordinaires. Hein. Quand il revient au Canada, je vous disais, donc d'abord, il travaille un petit peu dans la région d'Ottawa, mais très vite, on lui offre d'enseigner à son université, à Mount Allison, et là, il va donc faire une carrière d'enseignant pendant un certain bout de temps, jusqu'au moment où sa peinture se vendant très bien, il puisse espérer en vivre. Et là, en 1963, je crois, en tout cas, finalement, il abandonne cette carrière d'enseignement. Mais au début, il le fait. Et si bien que pendant cette période-là aussi, il travaille peu, parce qu'il est très pris par les cours qu'il a à donner, etc. Mais il y a quelques tableaux, enfin, qui appartiennent à cette période-là, comme celui-ci, Woman, Man and Boat, c'est-à-dire donc femme, homme et bateau. Toujours les titres de Colville sont très, très minimales, comme ça, ne nous donnent pas beaucoup de clés d'interprétation. Un tableau de 1952 qui est au Musée des Beaux-Arts du Canada. Le Musée des Beaux-Arts ayant acheté assez vite les tableaux de Colville. Enfin, ils sont intéressés à son œuvre assez vite. Bon, de quoi s'agit-il? Il y a un homme dans un bateau qui rencontre une femme qui vient à sa rencontre, enfin, donc elle est déjà debout dans la mer. Et si vous pensez aux circonstances que je viens de rappeler, on peut dire que c'est presque autobiographique d'une certaine façon. C'est le retour, au-delà de l'océan, du soldat vers la femme qui l'attend et qui lui a donné un fils entre-temps. Enfin, comme je vous disais, donc il s'était marié le 5 août 1942 et le petit Graham était né quelques mois après. Enfin, pas 9 mois après, justement, c'est pour ça que je n'ose pas trop le dire. Et
Oui, parce que tout le monde dit, ah, il ne sait même pas ça. Non, non, pas exactement 9 mois après. Et, et là, c'est au retour, enfin en 46, donc, qui découvre, qui retourne. Alors donc, on peut penser que l'idée qui est derrière ça, c'est l'idée du retour. Hein. Mais justement, c'est très, très déréalisé, en fait, comme si c'est ça qui est l'idée. Quand je parle de déréalisation ici, par exemple, les personnages n'ont aucune ombre. Hein. Ils ont aucun. Le bateau n'a pas de reflet dans l'eau. Il n'y a même pas de sillage. Hein. Ils sont comme juxtaposés au paysage, ici qui est réduit à presque rien. Et les figures n'ont pas l'air d'exprimer enfin, ce qu'on pourrait attendre. Très émotionnellement chargé, enfin, disons, donc un retour après une séparation de quelques années, après avoir passé à travers la guerre, etc. Au contraire, là, on a dit, Colville est un peintre qui n'est pas sentimental. Oui, up to a point, tu sais. Là, vous n'êtes pas sentimental, je veux bien le croire. Mais je pense, on a presque, vous allez voir, en fait, l'hypothèse que je vais essayer d'avancer tout le temps, c'est, on a affaire à une espèce de phénomène de narcissisme. Hein. Le héros qui revient de la guerre, il n'y a rien de plus narcissique que ça. Vous avez passé la guerre, vous êtes extraordinaire. Et on peut dire que ça s'oppose donc à la relation avec l'autre, ça, d'une certaine façon. Hein, le narcissiste, c'est celui qui est enfermé en lui-même, qui ne s'aime que lui. Et donc, alors, on pourrait dire, si ce qui nous fait sortir du narcissisme, c'est la relation avec l'autre, quand vous restez dans le narcissisme, cette relation avec l'autre devient atténuée, devient moins importante, hein, devient moins claire. Et donc, la déréalisation de la scène ici correspond à une espèce de désinvestissement émotif aussi de la situation. Hein, c'est comme si on avait, là, d'une façon, exprimé un peu ce manque d'investissement dans la relation. Vous allez voir, je ne fais pas l'analyse de la psychanalyse. Je ne fais pas la psychanalyse de Colville, de M. Colville lui-même, mais je fais la psychanalyse de ses tableaux, par contre. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire voir comment un spectateur qui regarde le tableau, comment il peut interpréter ce qu'on sait, après, en fait, des circonstances dans lesquelles il est fait, et comment on peut essayer de faire du sens avec ça. Il ne fera pas beaucoup de tableaux de ce type-là, et à mon sens, c'est mieux, parce qu'au fond, on n'irait pas très loin dans cette direction-là. Vous allez voir, au contraire, je pense que là, on a un tableau qui est beaucoup plus typique de Colville, et qui est, d'ailleurs, paradoxalement, fait un petit peu avant celui que je vous présentais, et qui s'appelle, lui aussi, alors tout simplement, toujours avec des titres très, très « Nude and Dummy hein, ». Nude and Dummy, c'est-à-dire donc nu et mannequin. Hein, un tableau de 1950. Qui est conservé au musée du Nouveau-Brunswick, à Saint John, là, au Nouveau-Brunswick. Alors là, c'est presque la scène que je vous décrivais tout à l'heure avec le roman de Hoffmann, hein, puisque là, on a aussi un mannequin au premier plan, et on a une femme nue, sauf que là, on ne la voit pas à travers la fenêtre de loin, comme l'étudiant Nathanaël que je vous décrivais tout à l'heure, mais on est dans le grenier, enfin, nous, spectateurs. Et au fond, si vous regardez le geste de la femme qui est là, c'est comme si elle se retournait. C'est exactement ce que vous feriez si vous aviez l'impression d'être regardé par en arrière. Enfin, si vous aviez quelqu'un dans le dos, vous auriez cette impression comme ça de se retourner. On aurait ce réflexe, enfin, hein, de se retourner comme si on avait quelqu'un qui nous regarde dans le dos. Que celui qui regarde dans le dos soit un mannequin sans tête, ça arrange pas beaucoup les choses. Ça devient encore plus troublant, plus bizarre. Et en fait aussi, il y a un spectateur là qui est le peintre, qui est vous et qui est moi. Hein, puisqu'on était impliqués, en fait, dans cette scène, qu'on le veuille ou non. Bon, les auteurs que j'ai lus, là, Burnett, Markham, puis d'autres, là, ont insisté sur le fait que la scène est très, très construite ici. C'est vrai. Hein? D'ailleurs, même peut-être, en fait, comme suggère Burnett, le mannequin de couturière, c'est aussi un objet qui sert à mesurer. Hein? Ça permet en général, d'ailleurs, ils sont articulés, on peut les changer de taille, etc. Donc,
on peut s'en servir comme pour mesurer. Et effectivement, la construction de tout le tableau est très, très mesurée. Vous avez une espèce d'axe médian ici qui passe au centre et qui crée deux espaces dans lesquels la femme nue occupe un des espaces et le mannequin un autre, qui lui est en très gros plan, enfin qui est plus près de nous, et donc qui occupe presque un espace qui a l'air plus grand, plus vaste que celui de la femme qui est là derrière. Hein? Bon, alors ça, je veux bien, mais d'une certaine façon, cette espèce de construction dans laquelle, et ça, c'est constant dans tous les tableaux de Colville, d'ailleurs, même dans l'exposition qu'on avait fait ici, vous vous souvenez, on avait montré ces dessins préparatoires à plusieurs de ces tableaux, et c'est absolument dément, c'est toujours des cercles, des carrés, des losanges, etc., dans lesquels il intègre ses personnages. Et ce que je veux suggérer, c'est que cette construction très rigide, c'est une espèce de... c'est une construction un peu répressive aussi, qui cache le côté non rassurant de la scène ici. Parce qu'imaginez la moindre côté un peu violent du regard de celui qui est impliqué ici, de celui qui regarde. Cette femme-là est dans un piège, en fait. Hein. Elle est dans le grenier, il n'y a aucune espèce d'issue. Et donc, toute cette construction géométrique dans laquelle elle se trouve, on pourrait l'interpréter presque comme un piège. Hein. Et ce que je veux souligner tout le temps, vous allez voir à chaque tableau, d'une certaine façon, c'est ce côté-là, un peu, qui, à première vue, ça a l'air d'une scène un petit peu étrange, un peu, peut-être pas banale, mais enfin un peu étrange. Et tout d'un coup, à force de regarder, on se dit, coudonc, la situation qui nous représente ici n'est pas complètement rassurante. Et quand je vous disais, elle a l'impression que quelqu'un la regarde et qu'elle se retourne sur le dos, c'est un peu ça aussi qui est suggéré dans le tableau. Hein, cette espèce de côté d'inquiétude, étrangeté, hein, si on veut. Child and Dog, hein, OK? Là, les titres de Colville vous surprendront plus. Enfant et chien, 1952, et qui représente là sa petite fille Anne avec un gros chien. Enfin, j'ai des amis qui connaissent plus les chiens que moi et qui m'ont dit que c'est un labrador, ça, que cette grosse bête-là. Et que, alors, à première vue, on voit... Si vous regardez, le chien ne regarde pas dans la même direction que l'enfant. Hein? Il regarde quelque chose d'autre. Et là aussi, je me suis demandé, est-ce qu'il y a une suggestion ici aussi d'une scène qui pourrait tourner mal, un peu, d'une certaine façon? Hein? Le petit enfant, donc s'il tire l'oreille du chien, comment est-ce qu'il va réagir? Ouais, on va dire, un labrador, il ne fera rien. Il va se laisser faire. Mais si le labrador voit quelque chose qui est dangereux pour l'enfant, il peut détaler, puis détaler assez vite, assez fort, l'accrocher en passant. Enfin, donc, on a toujours un peu l'impression qu'en plus de la scène qui est gentille, qui est sympathique, tout d'un coup, on peut avoir une suggestion d'autre chose. Hein? En fait, si vous pensez aussi en termes d'iconographie, hein, où voit-on des bébés avec des animaux comme ça si proches, sinon que dans la Nativité, hein, où vous avez le petit Jésus avec son bœuf et son âne. Hein. Là, j'ai pensé que ça s'imposait à cause de Colville, à cause de son style, un tableau, une Nativité mystique, enfin, faite par Botticelli. Hein. Alors là, si vous regardez ici au centre, en fait, vous avez la scène là, avec l'enfant Jésus, enfin Joseph et Marie, et tout près d'eux, presque collés sur eux, vous avez ces animaux, ces animaux familiers, enfin le fameux bœuf et l'âne là, qui sont près de l'enfant. Hein. Et effectivement, ce que Colville suggère ici, c'est ce qu'on pourrait appeler le thème du divin enfant. Hein. C'est l'enfant qui est réconcilié avec le monde. Je vous lis un petit passage de Grunberger qui parle de ça très bien. Il dit « Le divin enfant apparaît comme étant le centre rayonnant de l'univers. Il est entouré de ses parents dont les images se confondent avec celles des animaux domestiques. L'âne et le bœuf, images archaïques propres aux rêves, mais aussi à certains rêves éveillés collectifs qui expriment la nostalgie qu'a gardé l'homme de son paradis perdu. Le petit enfant est divinisé, adoré par tous, et les grands de la terre le comblent de ses présents. Hein, les fameux mages qui viennent et qui lui donnent des présents. Autant d'apports narcissiques, marques d'amour et de survalorisation narcissique qu'il atteint ici son apogée. Et Grunberger ajoute en note, nous savons qu'une fois par an, tous les enfants chrétiens réalisent cette identification. Ils sont comblés de cadeaux et d'autres marques d'amour, et tous leurs souhaits sont exaucés par un personnage miraculeux qui leur est envoyé
du ciel, enfin le fameux Saint-Nicolas ou le Santa Claus là, qui descend, qui apporte les cadeaux et qui... Alors c'est un peu ça, je pense, qui est le thème ici, c'est une espèce de connivence entre le bébé, enfin l'enfant, le divin enfant, si on veut, et les bêtes, et au fond l'univers, qui est comme le centre du monde, comme ça, enfin dans cette... Regardez, il y a un autre tableau de Colville qui est sur un thème familial, si on peut dire aussi. Alors, Family and Rainstorm, c'est-à-dire donc famille et tempête, enfin, ou averse à la plage, comme on l'a des fois traduit. Un tableau de 1955 qui représente sa femme Rhoda, ici avec son fils Graham, celui qu'on voyait, dont on parlait juste avant, et la petite Anne, là, qui a grandi un peu, là, qui rentre. Alors, ça a l'air d'une scène tout à fait banale, enfin ordinaire. Les enfants avec la mère sont allés sur le bord de l'eau, et tout d'un coup, il y a une tempête qui s'annonce. Enfin, on voit la pluie ici qui descend des nuages, et elle dit, bon, ben, il faut rentrer. Alors, tout le monde est un... On ne sait pas d'ailleurs s'ils sont vraiment déçus ou frustrés. On ne voit pas les visages. Hein? Alors, on peut pas, ils ont l'air un peu résignés à leur sort. Ils n'ont pas l'air à trop protester. Et d'ailleurs, quand on a demandé à Colville quel était le sens de son tableau, il a dit acceptance, hein, l'acceptation. Effectivement, je pense que ça décrit assez bien sa relation avec le monde. Ça. Le monde, ce n'est pas un endroit qu'on doit transformer ou contre lequel il faut se révolter. C'est quelque chose qu'on accepte, qui est là, qui est donné. Et ma foi, s'il pleut, ben, on rentre à la maison, puis on viendra une autre fois. Hein? Acceptance. Hein? Et alors là, ça, disons, c'est l'aventure un petit peu de Colville dans la perception, enfin, si on veut, de la famille, tout ça. Je pense que ça correspond également à ce qu'il vit. Hein? Il revient de la guerre, il fait un foyer, etc. Et en même temps, c'est toujours son goût là, pour des scènes qui seraient très générales, avec lesquelles tout le monde pourrait s'identifier, où on se retrouve tous. Là, je vais aborder maintenant, j'allais dire, le problème du couple. Alors, à l'intérieur du double aussi, ça c'est important de voir comment il va traiter ce problème-là. Couple on the beach, hein, couple sur la plage. Bon, OK. Alors, 1957, un tableau qui est au Musée des Beaux-Arts du Canada, donc à Ottawa. C'est un couple parce que la relation des deux personnages ne sera pas possible autrement, en fait. Tu sais, si vous étiez couché sur la plage, en train de prendre le soleil, vous cachez votre visage là, avec un chapeau, là, comme elle le fait ici, puis quelqu'un s'approcherait comme ça de vous, puis qui n'est pas votre mari, là, vous auriez peut-être un saut important à faire, où il donnait une gifle. Au contraire, je pense que ce qu'il veut suggérer, d'ailleurs, le titre l'indique, le couple sur la plage. La relation dans le couple n'est pas très difficile à définir, parce qu'on voit ni le visage de la femme, ni celui de l'homme. On a la difficulté à savoir la direction de son regard à lui. Ils ont peut-être un tout début de conversation, si on veut, mais presque rien. En fait, quand vous êtes un chapeau sur la tête comme ça, vous ne pouvez pas dire grand-chose. Oui, non, va-t'en, fiche-moi la paix. Ou, tu vois, c'est le minimum de communication. Mais, alors donc, il n'y a pas beaucoup probablement pas beaucoup de conversation. Et là-dessus, ça, j'ai trouvé que c'était un aveu intéressant. Colville strongly believe, puis ça, c'est les commentateurs qui répètent ces idées, strongly believe that the strength of a relationship, donc Colville croit très profondément que la force d'une relation tient dans la reconnaissance de l'indépendance de chacun des membres du couple. Êtes-vous d'accord complètement? Je ne sais pas. Hein? Jusqu'où ça peut aller, cette... do your thing and I do mine. Hein? C'est un peu ça. C'est vraiment comme deux univers qui respectent leur indépendance à chacun. En fait, c'est un peu ce qu'ils suggèrent ici, hein, qui ont chacun leur monde. Et la force de la relation tient à ce respect absolu de l'altérité de l'autre, etc. Là-dessus, vous allez voir, il y a des variantes de cette conception-là, si on veut, dans d'autres tableaux, comme celui-ci, hein, qui s'appelle June Noon, donc midi, juin, en juin. Hein, dans lequel on a, une situation presque classique, d'une certaine façon, dans toute la tradition de l'art occidental, où la femme est nue et l'homme habillé,
l'homme regarde et la femme est regardée, ça, enfin, il ne s'est pas trop forcé les méninges là, pour faire ce genre d'opposition-là, puisqu'on la retrouve continuellement. Mais ce qui suggère, au fond, donc, on est dans la tente, la tente en deux mots, là, T-E-N-T-E, et, bon, la dame est en train de se sécher, j'imagine, ça doit être une serviette. Et lui, c'est d'ailleurs Colville qui est là, hein, c'est Rodin, c'est toujours lui qui est en scène, bien qu'on ne voit pas son visage, mais en fait, c'est certainement lui, qui est en train de regarder avec des lunettes d'approche l'horizon de la mer, enfin, bon, peu importe. Et la femme est au premier plan, dit-on, puis l'homme est en arrière, etc. Oui, mais d'un autre côté, lui est actif, elle est passive, elle est objet des regards, lui, c'est lui qui regarde, etc. Enfin, donc, là aussi, si vous revenez à sa formule, l'absolu respect de l'indépendance d'un et de l'autre, chacun fait ce qu'il veut, mais encore là, les rapports de force dans le couple sont peut-être pas exactement aussi égaux qu'il le suggère. Hein? Et gardez cette... alors, ça va... c'est encore le même thème, au fond. Hein? Woman in a bathtub. Hein? Je pense qu'on pourrait faire un jeu, faire deviner les titres de Colville. Tout le monde gagnerait. Hein? Alors, Woman in a bathtub, c'est-à-dire femme dans un tube, dans un bain. Hein? Et là aussi, vous avez deux personnages. Vous avez Rhoda au premier plan et lui en arrière, qui est là. D'ailleurs, lui est habillé, évidemment, la femme est nue, en tout cas, toujours cette opposition-là. Et comme on ne voit pas son visage, donc on ne sait pas ce qu'il regarde non plus, et on n'a pas de contrôle sur lui non plus, on ne peut pas voir ce qu'il pense, etc. Le tableau est coupé comme ça, en haut. C'est un tableau qui est conservé à la Art Gallery of Ontario, donc à Toronto, à la Galerie d'art de Toronto. Et dans ces trois tableaux que je vous montrais, au fond, c'est le même thème. Hein? C'est toujours le même type de rapport qu'on a, et comme si Colville avait travaillé là-dessus. Et d'ailleurs, il y a un autre tableau dont je n'ai pas de reproduction, mais plus j'y pensais, plus je dis que ça serait intéressant de le montrer, dans lequel le couple est là aussi, et on voit, ils sont nus tous les deux, mais elle tient un miroir. Hein? Et donc, se regarde aussi. Alors là, on serait vraiment dans le phénomène du double du miroir. Bon. Tous ces tableaux-là suggèrent le problème aussi de la visualité, c'est-à-dire qui est regardé, qui regarde. Hein? Et ça, Colville va aborder le problème directement à un moment donné dans des tableaux dans lesquels vraiment le sujet, c'est regarder. Hein? Comme ici, ça s'appelle, mais ça c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais To Prince Edward Island, c'est-à-dire donc vers l'île de Prince-Édouard. Donc c'est un couple qui est sur un bateau et la femme regarde, enfin, arriver, probablement la rive. Et derrière, vous voyez l'homme qui est ici, vous voyez sa main, sa tête ici, évidemment c'est Colville encore, qui est ici. Hein? Et là, il s'arrange d'ailleurs pour être caché, lui. Pour une fois, il nous regarde, pour une fois, il est dans le tableau, mais on ne le voit pas, puisque au premier plan, ce qu'on voit, c'est sa femme qui, elle aussi, cache son visage avec les lunettes d'approche. Alors donc, il est doublement caché, si on veut. Il est derrière sa femme, il est derrière les lunettes, et il ne fait rien. Ah, ça va bien, les choses... il a deux bras pendants de chaque côté, il est inactif. Alors donc, il essaye de modifier un peu les rapports entre les deux. Mais là, j'allais dire, il rentre sur un terrain très miné. Parce que ce phénomène-là, la femme regardant, la femme regardée, etc., vous avez toute une tradition. Je vais juste évoquer ça par deux tableaux. Renoir, hein? Vous avez vu, à ma grande surprise, dans nos collections de diapos, on n'avait pas le fameux tableau de Renoir qui s'appelle La Loge. Mais vous le connaissez, on voit une très belle femme dans une loge de théâtre et qui est accompagnée d'un monsieur qui a des petites lorgnettes et qui regarde comme ça, qui regarde vers le haut. Hein? Donc, certainement pas la scène. Hein? Il est en train de regarder une autre demoiselle, évidemment, quelque part ailleurs. Là. Alors là, par contre, j'ai ce tableau-là qui s'appelle La première sortie, et qui vous montre donc une toute jeune fille qui sort pour la première fois et qui est dans une loge de théâtre avec, vois-tu, on voit les spectateurs au loin qui sont en train de regarder. Alors ça, on pourrait dire, Renoir, dans ce sens-là, définit le canon, si on peut dire, enfin, la façon classique de traiter ce thème-là. La femme est l'objet des regards. Hein? La première sortie, donc c'est ça, elle sort, elle est toute pomponnée, elle est très bien habillée, etc. Et elle, l'objet des regards, et c'est les hommes qui, activement, se promènent avec des longues vues, avec des lorgnettes, puis c'est eux qui travaillent. Il y a une peintre qui a contrecarré cette espèce de vision des choses, et c'est Mary Cassatt.
Hein? Alors, Mary Cassatt, qui est une peintre américaine, vous savez, enfin, qui a vécu beaucoup en France, qui a été très amie avec Degas, etc., a repris ce thème-là, mais là, c'est la femme qui regarde. Hein? Et elle est donc située aussi de profil, et donc pas comme objet de regard. Et si vous ne croyez pas, d'une certaine façon, regardez ce qu'il y a un bonhomme qui est ici, là, qui est en train d'essayer de la voir aussi, tu sais, qui est là avec sa petite longue vue. Et alors, donc, je suis convaincu que Cassatt a fait ce tableau-là consciemment. Hein, c'est pas juste je vais traiter, moi, un autre thème, quelque chose comme ça. Non, non. C'est pour réajuster le tir. Et par rapport à ça, si on revient au Colville, je dirais ce que Colville suggère, c'est autre chose un peu. Parce que là, la femme qui vous regarde avec des longues vues comme ça devient presque comme monstrueuse d'une certaine façon. Et ce que la femme regarde toujours dans toutes les nouvelles romantiques, etc., c'est toujours un monstre. Hein? Quand la femme se met à regarder au lieu d'être regardée, puis d'être juste l'objet des regards des hommes, elle voit un monstre. Et elle devient elle-même monstrueuse. Elle devient comme un insecte avec des gros yeux comme ça. Et c'est d'ailleurs, un qui a exploité ce thème-là, c'est Degas. Degas a fait toute une série de dessins, d'aquarelles qui ne sont pas faciles à voir parce qu'ils ne sont pas reproduits souvent dans les livres, mais qui représentent une femme vue de face, en train de regarder avec des lorgnettes comme ça, et elle a l'air d'un insecte, elle a l'air de quelque chose de... Alors je dirais, à ce moment-là, quand la femme prend le privilège de regarder, elle devient monstrueuse. Elle est condamnée pour le faire. Hein. Elle doit être regardée et non pas regardée. Hein. Et dans ce sens-là, la solution de Colville est un peu ambivalente, je dirais. En fait, il fait comme l'homme était non actif, hein. Mais en réalité, quand la femme prend l'initiative de regarder, elle devient étrange, elle devient bizarre ou pas comme on attendait qu'elle soit. Hein. Alors, je dirais, quand il a essayé d'aborder ce thème-là directement, on est dans un territoire un peu miné. Bien là, vous voyez un peu pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de réflexions qui ont été faites là-dessus par des peintres. Pas juste des réflexions philosophiques ou psychologiques, mais par les peintres eux-mêmes. Et donc, par exemple, par des peintres aussi importants que Mary Cassatt, sur lequel, ou Degas ou Renoir, sur lequel tous ces gens-là ont réfléchi. Alors là, Colville rentre sur un terrain qui était un peu déjà occupé d'une certaine façon. Hein. Ça, c'est un... Alors là, on avance. Enfin, je vous présente les choses un peu dans l'ordre chronologique. Alors là, c'est Dog and Bridge, hein, évidemment. C'est chien et... Alors, vous avez une espèce de chien ici qui avance vers nous et qui est sur un pont. Un tableau de 1976 et qui appartient à des collectionneurs de North Bay, d'ailleurs, qui sont M. Clark, là, qui possède plusieurs tableaux de Colville. Et Colville, au début, avait pensé de faire un aveugle avec un chien. Hein? C'était ça le premier thème de cette affaire-là. Et après, il a supprimé le personnage, il a gardé que le chien, et il l'a mis dans un décor tout à fait spécial, en fait, ce décor de pont. Hein? Bon, les ponts chez Colville, ils ont deux connotations, si on veut, autobiographiques. Son père a été un rifteur, hein? C'est quelqu'un qui travaillait sur donc des structures d'acier et éventuellement sur des ponts. Et par ailleurs, durant la guerre, beaucoup d'actions dans lesquelles dont Colville a été témoin, consistaient à démolir des ponts ou à les reconstruire, etc. Hein? Vous imaginez bien, pendant la guerre, en fait, les ponts doivent être détruits pour couper la ligne ennemie, etc. Donc, c'est vraiment un sujet qui l'a fasciné. Mais le pont, ça veut dire aussi quelque chose qui traverse une rivière. Hein? Et l'association chien-rivière traversée, ça fait penser tout de suite à un thème mythologique, en fait, celui du monde des morts, hein? Dans lequel le Styx, en fait, le fameux fleuve de la mort, est gardé par un chien qui s'appelle Cerbère, d'ailleurs un chien épouvantable à 3 têtes. Et donc là, on toucherait éventuellement là aussi. T'sais, malgré les apparences, on dit, tiens, bon, c'est un chien sur un pont, le titre le dit, il n'y a rien là. Le chien n'est pas si menaçant que ça, il s'avance vers nous, mais il a l'air plutôt de suivre quelque chose, de suivre son destin d'une certaine façon. Et c'est cette suggestion-là, d'ailleurs, du chien qui suit une piste, qui suit le destin, qui a suggéré aussi éventuellement tout ce contexte disons, d'autres mondes. Hein. Et là, je vais faire un parallèle. Je pense que Colville va envoyer un éclair sur le crâne.
parce que c'est un peu inattendu, mais vous allez voir pourquoi. C'est un tableau de Jackson Pollock. Tu sais, j'essaie de me demander aussi qu'il y a des chiens dans les tableaux contemporains, etc., qui auraient un peu ce même rôle. Et c'est un tableau qui s'appelle Guardian of the Secret, hein, les gardiens du secret. Et bon, il y a deux à chaque bout. C'est un tableau de 43, hein, fait par Jackson Pollock, donc avant qu'il fasse le style dripping qu'on lui connaît. Hein, le style Et là, donc, il y a une espèce de personnage ici qui est debout à un bout, qui étend le bras au-dessus de ce qui a l'air d'un tableau dans le tableau, si vous voulez. Et là, il y a une tache rouge épouvantable. Enfin, et on a expliqué ça par une histoire qui implique Pollock quand il était tout jeune. Il se retrouvait avec une bande d'enfants très désœuvrés. Ils n'avaient pas grand-chose à faire. Puis ils étaient dans une cour. Puis à un moment donné, ils ont commencé à se lancer des défis. Là. Who is chicken here? Tu sais, qui c'est qui a peur de... Et là, le défi, c'était quelque chose d'effrayant. C'est que le plus vieux demandait de poser la main comme ça. Et avec une hache, il prétendait qu'il pouvait tomber entre les doigts. Hein? Alors, personne ne voulait le faire, évidemment. Puis là, le petit Jackson, qui était le plus jeune, dit « I'm not a chicken, I will do it ». Alors, il fait ça, et là, il se fait couper un bout de doigt. Et là, ce qui arrive, le bout de doigt part. Et le fait est qu'il y a des photos de Pollock où on voit qu'il manque un bout de doigt. Il est comme ça, par exemple, où il fait un geste comme ça, puis on voit très bien. Pas beaucoup, mais enfin assez pour que ça soit... Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un coq qui se trouvait là, qui a bouffé le doigt. Alors là, tu ne peux pas le réparer, c'est fini. Alors là, toujours dans la tache rouge ici a un peu la forme d'un coq. Hein? Non? Un petit peu. En tout cas, puis elle était au bout du bras. Alors, God knows si les psychanalystes ont parlé de castration, et de combien de castration. Vous imaginez bien, tu fais couper le doigt. Bon. Et en tout cas, de toute façon... Alors, donc, les deux figures, à chaque bout, c'est des figures parentales, si on veut, c'est la mère, le père. Et surtout, il y a une espèce de chien ici en bas. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Tu sais, qui a les oreilles dressées. Et c'est lui le gardien du secret, au fond, d'une certaine façon. C'est lui qui garde le monde des morts et qui est installé là. Et d'ailleurs, le Jackson Pollock a signé de billets, en fait, comme vers le chien. Et le seul commentaire qu'il a fait sur le tableau, Pollock avait un peu de connaissance de psychanalyse parce qu'il suivait une psychanalyse lui-même avec un Dr. Anderson qui était un Jungien, enfin un psychanalyste jungien. Il dit « I think it's a father figure ». Je pense que c'est une figure paternelle, en fait, cette espèce de chien qui le menace d'une certaine façon et qui garde le secret étant évidemment l'amour avec la mère. Et le père, dans le complexe d'Oedipe, en fait, ça empêche l'enfant d'accéder à la mère. Alors, donc, il a imaginé ça un peu. Alors, on pourrait peut-être, comme ça, commencer à retrouver un peu l'origine de tous ces thèmes de chiens un peu inquiétants, comme ça, comme dans le tableau de Colville, mais qui vont chercher éventuellement des contenus inconscients d'ordre psychologique. Autrement, les autres rapports possibles, évidemment, c'est celui, comme dans l'art égyptien ancien, du fameux Anubis, là, qui est le chien qui également protège tout le monde des morts, afin de donc introduit au monde des morts. C'est plutôt d'ailleurs un chacal qu'un chien, mais en fait, ça aussi, il est représenté là dans le trésor de Toutankhamon, là, dont je vous montrais tout à l'heure un aspect. Hein. Alors, là aussi, on pourrait voir, enfin, chez Colville, c'est certainement une fascination avec les animaux, mais éventuellement aussi, même avec des espèces de suggestions d'autres thèmes comme ça, mais faits à première vue, là, on ne les voit pas. Puis tout d'un coup, plus on y pense, enfin, ce chien qui traverse une rivière, espèce d'atmosphère tout à fait lugubre un peu, enfin, de début du crépuscule. Le chien avec les deux oreilles très dressées, comme ça, un peu comme l'Anubis égyptien. Alors tout ça, ça nous ramène tout le temps dans un monde autre que simplement ce qu'on voit. Hein. Alors, je parlais du double, mais je parle surtout de cette espèce de sentiment d'inquiétante étrangeté qu'on a d'un tableau à l'autre chez Colville. Par contre, vous allez me dire, là, l'inquiétante étrangeté est mise de côté, puisque on a ici Moon and Cow, Lune et Vache, hein, tout simplement, un tableau de 1963 dans lequel, tu sais, on voit, c'est une vache qui est couchée dans un champ, ça, je ne sais pas si vous la voyez ici, là, avec la Lune, et puis un petit peu il y a une petite cambuse ici, là, pour le jour, et là,
il y a beaucoup de... Les animaux chez Colville sont toujours des animaux domestiques, hein, la plupart du temps. C'est des chiens, il y a des chats. D'ailleurs, dans sa biographie, j'en revenais pas. Tu sais, quand vous avez une chronologie de Colville, vous avez des dates, puis vous avez le nom de ses chiens. Tu sais, comme par exemple, 1987, The Colville acquired a dog Min. Tu sais, quand est-ce qu'on mettrait ça dans notre biographie? Tu sais, je peux demander à ma femme qui est là, tu sais, est-ce que j'ai mis dans ma biographie, bon, on vient d'avoir Rocha, Rocha est morte telle date. Lui, il met ça dans sa biographie. 1987, les Colville acquièrent le chien Min. 1992, les Colville acquièrent le chat Tideways. Et Colville est reçu dans le conseil privé de la reine. Ça, dans le même, les deux choses vont ensemble pour la même date. Hein? Alors, des animaux familiers tout le temps, des animaux domestiques, tu sais, les chiens, les chats, tout ça. Et éventuellement, les vaches, les moutons, les chevaux. Hein? Ici, on a un tableau fameux de Colville avec un petit cheval là, près d'une église. Et les seules bêtes moins domestiques qu'il représente, c'est les oiseaux. Il y a des fois des corbeaux, mais ce ne sont pas des oiseaux très, très étranges. Hein? C'est des oiseaux assez familiers. Il y a un fois un faucon, des choses comme ça. Alors donc, des animaux très près de lui. Et il a dit d'ailleurs très clairement, souvent, comment, pour lui, ça va de soi que les animaux fassent partie du monde. Tu sais, je parlais d'acceptance avant, là. Alors, c'est ça, les animaux font partie du monde. Il dit il raconte qu'il a lu dans un article qu'une femme d'un religious commune, en fait, d'une commune, d'une secte, si vous voulez, religieuse, a dit que dans leur secte, il y a des règlements qui sont très, très clairs. No liquor, hein, pas de boisson, no drugs, pas de drogue, et no dogs. Alors, il dit ça, j'ai trouvé ça extrêmement étrange parce que pour moi, les chiens font partie de la vie et il ajoute I think of animal as being incapable of evil. Je pense que les animaux sont incapables de mal. And I certainly don't think this about people. Mais je ne crois pas ça à propos des gens. Hein? L'idée d'un mauvais chien m'est absolument inconcevable, sauf s'il a été rendu fou par les mauvais traitements qu'on lui a donnés. Hein? Alors ça revient tout le temps chez Colville, cette idée-là. Mais en même temps, là, il dit, vous allez dire des vaches, c'est stupide, etc. Pourquoi vous avoir représenté ça? Mais là, il dit, ce qui m'intéresse dans le sujet, c'est la sérénité de ces animaux-là, leur tranquillité. Et pour moi, c'est des vertus importantes, dit-il, avec comme les autres. Et je pense que ça correspond bien à ce thème de l'acceptance. Quand Colville établit un espèce de rapport avec le monde, c'est un rapport d'acceptation. Ce n'est pas un rapport de révolte, c'est pas un rapport de transformer le monde, c'est de l'accepter tel qu'il est. Et ces animaux domestiques qui font partie de la vie, si on veut, sont intégrés dans ce monde-là, ils sont acceptés, d'ailleurs, on en prend soin éventuellement, même éventuellement, on les protège, comme par exemple dans ce fameux tableau qui s'appelle Stop for Cow, 1967, qui est dans un musée de Hollande, enfin, qui est conservé en Hollande. Et alors, Stop for Cow, si vous suivez d'ailleurs le regard de la jeune fille, vous allez voir qu'elle regarde assez haut, donc il doit avoir un gros camion, là, comme ça, qui est sur la route, et elle lui demande d'arrêter pour laisser passer ses vaches. C'est ce tableau-là qui m'a fait le premier, quand j'ai vu des reproductions de ça, puis quand je l'ai vu, qui m'a fait réaliser d'un coup un aspect très étrange dans les tableaux de Colville. Je ne sais pas si je ne l'ai pas noté jusqu'à présent, mais là, c'est très, très évident. Il manque quelque chose. Il n'y a pas d'ombre. Hein? Il n'y a jamais d'ombre. Les vaches sont comme en suspension au-dessus de la route. La jeune fille non plus. Les personnages ne projettent pas d'ombre. Et là, vous avez un thème important parce que l'ombre, c'est aussi le double. Hein? C'est ce qui compte. On pourrait dire c'est même à l'origine de nos croyances sur l'âme, un peu d'une certaine façon. Hein? Il y a un livre qui est un peu ennuyeux à lire, mais qui reprit tous ces thèmes-là un petit peu, dans lequel l'ombre, le reflet, hein, et le miroir, c'est tout un peu équivalent, ça. Hein, à la fois dans la mythologie, dans les coutumes des peuples, etc., et dans la littérature. Hein. Et cette idée de personnage qui n'a pas d'ombre, par exemple, dans la littérature, souvent, c'est le diable n'a pas d'ombre. Hein. Et il y a un fameux libretto d'un opéra de Richard Strauss
qui s'appelle La femme sans ombre. Et c'est l'idée, en fait, c'est une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, hein, parce qu'elle n'a pas d'ombre. Et quand, enfin, elle manifeste, en fait, de la sympathie, de la pitié pour quelque chose, elle reçoit son âme, si on veut, mais aussi en même temps son ombre. Et là, elle a 7 enfants en plus. Ça a dû marcher. Hein. Alors, toujours dans les légendes, cette ombre-là, ce phénomène du reflet à la fois et de l'ombre sont liés aussi au double. Hein? C'est comme vous doublez l'image, vous la complétez, et en même temps, perdre son ombre, c'est comme perdre son âme. Hein? Des scènes épouvantables aussi de gens qui se regardent dans les miroirs, puis tout d'un coup, ils ne voient plus leur nez. Ça, c'est une nouvelle de Gogol, hein, qui s'appelle Le Nez. C'est l'histoire d'un fonctionnaire qui se réveille le matin, qui n'est pas trop réveillé, puis qui regarde son image dans le miroir, puis il n'y a plus de nez. Alors, il passe le reste de sa vie à le chercher, évidemment. C'est totalement bizarre où c'est passé. Hein? Alors, donc, vous avez toujours cette... Et ça, comme c'est très systématique chez Colville, les personnages sont là. Vous vous souvenez, le couple que je vous montrais au début, là, sur la plage, ils n'ont pas d'ombre. Ils sont là, ils sont comme en suspension. L'enfant avec le chien, il n'y a pas d'ombre non plus. Tous. Enfin, je voulais garder mon punch un peu vers la fin, mais si vous revenez rétrospectivement à toute la série des tableaux, vous les regardez comme il faut, vous allez voir, c'est un élément, alors là, certainement très conscient. Hein? Et je vous dis, il y a une littérature énorme sur cette idée-là de l'absence de reflet, le perte de l'ombre. Perdre son ombre, c'est perdre son âme, d'une certaine façon. Donc, c'est ce que j'appelais tout à l'heure de la déréalisation. Hein? Vous êtes comme déréalisé, vous êtes un peu dans le monde des fantômes, enfin, d'une certaine façon. Alors, même dans un sujet aussi simple comme ça, en fait, Stop for Cows, hein, on voit tout d'un coup, à cause de cet élément-là, un élément d'étrangeté qui est ajouté. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas, c'est très rare qu'on voit directement des thèmes de miroir chez Colville, mais ils sont toujours un peu implicites. Enfin, comme par exemple ici, ça s'appelle The River Thames, la rivière, la Tamise, en fait. Hein? Donc, c'est un tableau qui s'inspire d'un voyage qu'il a fait à Londres, où on voit un personnage sans ombre. Hein? Il faut dire que s'il pleut un peu, là, ça a l'air, elle porte un parapluie, donc il n'y a pas de soleil, donc il n'y a pas d'ombre, et surtout pas de reflet non plus. Hein? Elle se tient assez loin du bord de l'eau. Il y a des reflets, par contre, ici en arrière, hein, des maisons qui sont là, mais ces reflets sont presque effacés aussi parce qu'il pleut et parce qu'il y a un peu de vent, disons, et ils sont fragiles en tout cas. Ils sont là, mais ils pourraient disparaître aussi d'une certaine façon. Hein. Alors on voit, donc, absence de reflet, absence d'ombre, et comme je vous disais, même tout à l'heure, vous vous souvenez, la femme et le bateau et l'homme, là, même pas de sillage, etc. T'sais, on a toujours ces surfaces planes, ils sont comme des miroirs, mais ils sont des miroirs qui effacent aussi, qui ne sont pas simplement en train de révéler l'autre, mais qui éventuellement l'effacent. Hein. Un tableau qui a été fait à Berlin et qui permet de faire intervenir un autre élément que je n'ai pas encore mentionné, mais en fait qui va d'un peu de soi, et ça s'appelle donc Berlin Bus, enfin l'autobus à Berlin, si on veut, un tableau de 1978. Ça, ça a été une décision un petit peu difficile à prendre pour Colville, parce qu'après tout, en fait, pour lui, l'Allemagne était les ennemis, etc. En fait, il avait donc été à la guerre, et il a été invité, en fait, d'être comme un artiste en résidence à Berlin. Et on lui offrait pour une année de rester là. Il a accepté simplement pour 6 mois. Là, il a été fasciné un peu par ce qu'il a vu. Enfin, il a pris beaucoup de photos de ces fameux autobus à 2 étages, là, qui est représenté ici, avec une espèce d'inscription dessus, là, qui est un peu quelconque. Là, c'est Berliner Morgenpost, Erste Will, gute Zeiten. Ça veut dire quelque chose comme le Morning Post, enfin un journal, si on veut, a beaucoup de facettes, a beaucoup d'aspects, si on veut, discute de beaucoup d'aspects. Enfin, c'est une annonce donc pour un journal du matin qui est sur l'autobus. Et au premier plan ici, vous avez une affaire un peu absurde. Il y a un ours là, avec une couronne sur un écusson, et en dessous, c'est marqué notaire. En fait, donc, ça veut dire que la jeune fille court devant le bureau d'un notaire, puis on a l'impression, en fait, est-ce qu'elle tente de rattraper son autobus, ou au contraire, à cause de son accoutrement, elle a l'air dans tout un autre monde. Et ce que ça suggère, je pense plutôt, c'est le monde du rêve.
hein, c'est que là aussi, il y a un autre aspect du double. C'est notre personnage tel qu'on le voit en rêve. Hein, il y a une telle dichotomie entre à la fois son costume, la violence de sa course et le côté très ordonné, puis surtout le notaire en plus au premier plan, une telle dichotomie entre tous les éléments du tableau qu'on peut penser à un tableau onirique. Et d'ailleurs, il n'est pas fait à partir d'une chose vue, là. C'est vraiment un tableau construit, hein, fait au retour de Berlin avec donc des photos des autobus, puis ensuite une photo par ailleurs de cette jeune fille qui court et qui l'a juxtaposée comme ça. Hein. Donc, si on veut, il y a les miroirs, il y a les reflets, il y a les ombres et il y a éventuellement aussi le rêve qui serait un autre aspect qu'on pourrait attacher à Colville. Les 3 derniers tableaux que je vais vous présenter, là, au contraire, font intervenir à peu près assez directement le thème de la violence. Et paradoxalement, celui-là s'appelle Pacific, hein, l'océan Pacifique, enfin le Pacifique, hein, 1967, qui est un espèce d'autoportrait aussi. Enfin, le personnage qui se tient là, c'est un peu lui. Et il est debout, un peu à l'extérieur d'une petite construction quelconque qui est difficile à définir, et il regarde donc l'océan Pacifique. Et au premier plan, il y a une table avec un fusil, évidemment, qui est très, très évident. Et cette table, je ne sais pas si vous arrivez à le voir où vous êtes, il y a une espèce de mesure ici qui est là, qui est intégrée à la table. Comme, je pense que c'est des tables de couturière, en fait, dans lesquelles vous avez des mesures qui sont notées sur la table directement. Et Colville a dit que ça appartenait à sa mère. C'était une table que sa mère avait et qu'elle utilisait et qu'il a mis là. Hein. Alors donc, on aurait... Et en général, les explications qu'on donne du tableau, c'est toujours un peu l'avenir et le passé. Hein. Ça a été fait en 67, donc un peu encore, si on veut, dans le trauma de l'assassinat de Kennedy. Hein. Et d'ailleurs, tout de suite après, c'est aussi la mort de Martin Luther King, c'est la mort de l'autre Kennedy, etc. Donc, c'est une période... dans l'histoire américaine, disons, qui est à la fois où on découvre tout d'un coup cette violence et aussi où on commence à mettre en question la guerre du Vietnam, hein, beaucoup. Alors, donc, il suggère ça à la fois. Ce qui est dans le présent, c'est ce qu'on voit au premier plan, c'est la violence, etc. Et ce qu'il espère, c'est que c'est l'océan Pacifique, enfin, la paix qui serait comme devant lui. Hein. Parce qu'il y en a qui ont voulu interpréter un peu le tableau comme peut-être une scène de suicide ou de meurtre ou quelque chose comme ça. Il dit pas dans... Le suicide pour Colville, c'est le manque de contrôle sur l'arme. Au contraire, lui qui est un soldat et qui a aussi fait partie d'un club de tireurs, là, de gens qui s'exercent à tirer sur des cibles, là, pour lui, au contraire, le fusil, c'est quelque chose qu'on doit contrôler, pas quelque chose qu'on s'envoie une balle. Alors donc, c'est pas un thème de suicide, mais c'est peut-être un thème de violence ou de meurtre, si on veut, possible, et aussi l'avenir, en fait, qui serait plus paisible, mais qui finalement a été assez décevant. Et c'est ce qui amène d'ailleurs à l'autre tableau, qui est un autoportrait. C'est le premier autoportrait aussi explicite de Colville. Il est toujours dans ses tableaux, mais il est toujours un peu caché, on ne le voit pas. Là, au contraire, il nous fait face. Hein? Et on est sûr qu'il a utilisé un miroir, parce que si vous regardez, il y a son anneau en fait, de mariage, là, son jonc, et il est dans la main droite. Alors, normalement, on le met dans la main gauche, mais évidemment, si vous regardez dans un miroir, ça inverse l'image, et donc, il a certainement fait ça à partir d'un miroir. Ça s'appelle, là aussi, Target Pistol and Man. Alors là, il faut faire attention, il n'y a pas de virgule entre target et pistol. Target pistol, ça désigne ce genre de fusil-là, qui est un fusil sportif, en fait. Hein, et d'ailleurs, Colville fait partie comme je vous disais, d'un club de tireurs là, qui vont s'exercer comme ça. Et pour lui, ça, c'est la preuve du contrôle sur la main et sur l'œil. En fait, donc, c'est vraiment comme exercer sa main et son œil comme ça. C'est à ça que ça sert. Alors, donc, il s'est mis là. C'est son atelier à Wolfville, où il vit maintenant, au 3e étage. Et il s'est mis donc devant le miroir et il a fait ce tableau-là avec cette espèce de geste comme ça qui cache en partie la bouche du personnage. Tout à l'heure, je parlais de la nouvelle de Gogol qui perd son nez. Lui, il perd sa bouche d'une certaine façon. Mais parce que justement, ça, il l'a dit de façon très claire, dans le sens que
pour lui, le peintre ne peut pas parler de ses tableaux. S'il pouvait parler, il ne ferait pas de peinture, il pourrait raconter des choses. Alors, ce qu'il veut dire dans son tableau doit être explicite dans l'image. Et c'est pour ça que, d'une certaine façon, la bouche n'est pas importante. Enfin, si lui, dans l'expérience de Gogol, ça serait la disparition de quelque chose, ça serait plutôt la parole qui disparaîtrait, parce qu'avec ses moyens d'expression, ça serait plutôt, au contraire, juste l'image. Hein. Alors donc, il nous fait face, et au fond, et il a avoué aussi, d'une certaine manière, que c'était, il dit peut-être à l'âge que j'ai maintenant, c'était peut-être un retour vers le narcissisme de ma jeunesse, et je ne pouvais pas m'empêcher de penser au fameux tableau de Caravage, qui s'appelle Narcisse, en fait, qui représente la légende, telle qu'on l'a racontée. C'est un jeune homme qui s'éprend de sa propre image qu'il voit dans une flaque d'eau comme ça, et qui est tellement fasciné par sa propre image qu'il en oublie le boire et le manger et qui finit par mourir, et qui ressuscite dans cette fleur qu'on appelle le narcisse, qui est une jolie fleur blanche là, qu'on voit au printemps. Hein? Alors là, on pourrait dire, là aussi, vous avez le thème du miroir, évidemment, dans le Caravage, très, très explicitement, mais dans le Colville, il est là, enfin, implicitement, si on veut, puisqu'il ne pourrait pas faire le tableau sans miroir. Et on pourrait dire, donc, on fait une espèce d'allusion au thème de Narcisse, comme ça, pour finir. Et le dernier tableau, peut-être le plus troublant, qui implique encore... ah, mon Dieu, j'ai ça en envers. Je ne sais pas si tu vas pouvoir me le changer. Ça, c'est malheureux. Je vais vous expliquer ce que c'est en gros. Juste, oui, c'est ça, le renverser. Ça s'appelle In the Woods, dans les bois, et ça représente un tireur avec un masque, en fait, qui est assez bizarre. Et, OK? Ah, c'est très, très étrange. Il est comme masqué, il a un fusil, puis il est dans les forêts. Et là, Colville a fait allusion, à propos de ce tableau-là, à un film qu'il a vu, qui l'a beaucoup impressionné, et qui s'appelle The Conformist, ou Le Conformiste, un film de Bertolucci. Je ne sais pas si... C'est un vieux film, ça, c'est des années 70, là. Ça raconte, Le Conformiste, ça raconte l'histoire de quelqu'un qui, sous le régime de Mussolini, veut se conformer au fascisme, en fait, et offre de tuer un antifasciste qui vit à Paris et qui est son ancien professeur. Hein? Donc, pour être conformiste, il va jusqu'à offrir d'aller tuer le professeur Quadri, qui est à Paris, et donc pour être bien vu par le régime fasciste italien, afin que par Mussolini, etc. Et il va à Paris, et là, il flanche un peu devant l'acte de tuer son professeur, c'est presque impossible. Et au fond, c'est une espèce de bande sans visage, en fait, qui exécute le professeur dans une forêt. Hein? Et là, la scène est extraordinaire parce que le photographe, enfin, du film, a pris la forêt au matin, et donc il y a des rayons de soleil qui traversent la forêt partout, et on voit ces gens sans visage, en fait, qui sont des cagoules, et qui tuent le professeur à coups de couteau, en fait. C'est une scène absolument horrible, dans une beauté extraordinaire. Et Colville avait été très impressionné par cette scène-là, puis il fait allusion à ça en parlant de ce tableau-là. Mais quand on demande, qu'est-ce que c'est mal? Oh, il dit, c'est juste parce qu'il fait froid, on met ça quand on fait de l'exercice de tir, etc. Donc, il veut réduire le truc. Mais là, au contraire, on pourrait parler d'une expression d'une violence là, épouvantable, et surtout avec cette allusion au film de Bertolucci. Là, on retourne encore à cette... Et là, donc, dernier thème, si on veut, celui des masques. Hein? Le masque aussi est un double. Hein? C'est une façon de se redonner un autre visage, d'être autre chose. Là, il suggère à la fois la violence et aussi la neutralité, si on veut, le sport ou quelque chose comme ça. Donc, une espèce de double visage, on peut dire, avec le masque. Hein? Alors, je ne sais pas si j'ai fait du sens avec toutes ces doubles, mais ce qu'on pourrait retenir, je pense, de tout ce que j'ai essayé de dire, c'est que la peinture de Colville, qui se donne à première vue comme représentant des choses qui vont de soi qui sont un peu banales, etc., finalement, crée souvent cette impression d'inquiétante étrangeté. Et comment l'expliquer, sinon en ayant cherché un petit peu
des causes psychologiques plus profondes, plus inconscientes. Et enfin, j'ai fait ça vraiment comme un amateur, mais je pense qu'enfin, au moins la question reste posée. Et que des descriptions de l'art de Colville qui seraient trop terre-à-terre, qui diraient, bon, oui, c'est ça, il a représenté ici sa famille, puis ici son père, sa mère, etc., nous fait pas vraiment rentrer dans l'esprit du tableau. Alors, je pensais que ça finissait bien ma série sur le réalisme, puisqu'on aurait là, au fond, le cas extrême du réalisme qui serait de doubler la réalité. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Vous avez été formidable.